Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, s'il est bien une chose qu'il ne fait pas à moitié, c'est le semi-marathon. Florian est avec nous ce soir. Salut Florian. Bonsoir à tous. Vu qu'il est assez binaire comme personne, alors il aura un avis entier gourmand croquant ce soir. Romain est également parmi nous. Salut Romain. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, renouveau douché, retour sur Niort Hack. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes. On dirait le Sud, interview de Bertrand Quenotte, notre grand témoin du soir. Et enfin, information sur les hacks féminines, la coupe est pleine. Les activistes souhaitent rendre hommage à Yvon Louis, décédé vendredi à l'âge de 85 ans. Ayant porté la tonique Ciel et Marine pendant 2 ans, il est également le dernier hackman à avoir porté les couleurs de l'équipe de France. Cette émission n'est toujours pas la nôtre, et cette semaine, elle sera la sienne. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 19, c'est parti. Renouveau douché avec un petit retour sur Niort Hack. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, messieurs. À commencer par une petite conférence de presse sympathique entre Paul Le Guen et Benoît Donquel sur fond de transfert de joueurs. Ça a donné un peu le ton. Romain, je vais commencer par toi. On n'a pas eu l'habitude déjà d'avoir des conférences de presse sur le site du Hack aussi longues. Quand j'ai vu 14 minutes, j'étais un peu étonné. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur les 10 premières minutes, on a regardé ça comme une série. Ouais, c'était super. Bah, c'est un échange très très respectueux, très cordial, mais qui est plein d'informations. Voilà, je trouve que bon, Paul Le Guen, c'est pas de la. Justement, il a voulu se défendre sans langue de bois, mais il en fait quand même parce que il veut pas quand même admettre que Ersoy c'est un échec, donc il parle de semi-échec. Après, dans ce qu'il dit, je peux comprendre aussi, puis c'est normal, c'est lui qui les a fait venir, il défend aussi ses choix, mais je peux aussi comprendre ce qu'il veut mettre en avant. Ils ont eu quand même du temps de jeu, surtout Ersoy, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est pas un joueur que je vais regretter, hein, je suis pas en train de dire ça, mais je comprends qu'il défende sa position, qu'il apprécie pas ce qui soit écrit dans la presse, etc. Bon, c'est son rôle aussi de se défendre, mais c'est très partagé, hein. Il y a débat parce que aujourd'hui, on peut quand même se poser la question pourquoi un joueur qui était normalement compté parmi les titulaires, il part comme ça sur un mercato d'hiver. On nous parle de contexte économique alors qu'on sait qu'au Havre, on n'est pas forcément concerné directement. C'est très partagé. Moi, j'aimerais au moins qu'on les remplace au moins numériquement parce que ça fait quand même très bizarre, quoi. 3 départs actés, dont peut-être un 4e en plein mercato d'hiver, ça fait très bizarre, au moins numériquement. Florian, pour toi, qu'est-ce que, au-delà justement de la passe d'armes qu'il y a eu entre Paul Le Guen et Benoît Donquel en conférence de presse, sur le fond de ces prêts, de ces transferts qui ont été actés direction la Turquie, est-ce que tu es justement comme Romain dans l'attente de joueurs venant soit du centre de formation, soit de l'extérieur pour venir compenser au moins à raison de 2 pour 3 les départs qu'on a appris donc la semaine dernière. Pour ma part, je pas sûr qu'on recrute. J'aimerais, mais je ne le pense pas. Avant que ça commence, je crois ça parlait peut-être un joueur ou deux, mais ils sont pas l'air emballés. Et puis je crois que la fin du mercato, c'est quand même dans 2-3 jours. Donc à moins que Le Havre fasse un spécial et recrute à la dernière minute, j'y crois pas trop. Et sinon, le petit point que je retiens de l'interview, à part ce qu'a dit Romain, c'est on a remarqué que quand même Polo défendait ses opinions, et c'est bien de montrer un peu de caractère. Ça nous fait plus apprécier l'homme. Par contre, sur certains moments, il y a quelqu'un qui a pris un petit bout de l'interview et on voit que Polo, il sait même pas ce qu'il dit, parce que c'est en regardant le passage de 30 secondes, c'est vrai qu'on comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Mais ouais, il défend ses idées, ses opinions, semi-échec, échec. Chacun voit ce qu'il veut sur le cas des joueurs. Juste pas trop aimé qu'il insinue que Benoît Donquel est pris Ersoy en théâtre de tueur. Je trouve ça un petit peu bas. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas, mais je n'ai pas trouvé ça super cool.
Sinon, dans le reste, c'était plutôt cordial et c'était sympathique à regarder en tout cas. En tout cas, donc, on le rappelle, Erzoy qui est prêté 18 mois à Gaziantep, Ben Mohamed qui est prêté 6 mois à Denizli et Yacouba Koulibaly, lui, est officiellement transféré. On leur souhaite en tout cas à tous les trois bonne chance pour la suite de la saison et de leur carrière. Messieurs, pour en revenir au match en tant que tel, on se déplaçait chez Niort, qui était en train lui aussi d'être sur une mauvaise pente, comme notre chère équipe, ce qui pouvait nous laisser croire que éventuellement il y aurait peut-être un coup à jouer. On a vu un match qui était sympa. Dans l'ensemble, c'était sympa. On est reparti grosso modo avec la même équipe que celle qui avait dû concéder l'égalisation face à Guingamp. Mais on sent quand même là vraiment qu'il y a un changement. Et le carton rouge, malheureusement, qu'a subi Gorgelin, le premier de sa carrière, change peut-être beaucoup de choses. Mais ce hack-là, il fait plaisir, il nous a fait plaisir. Et au moins, on peut espérer ne plus voir cet ennui que nous avions eu pendant 6 mois. Florian, tu avais la parole, on va continuer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Compo la même, reconduit, on change juste un Koulibaly pour un autre. Après, dans le match, ouais, c'était plaisant. Petite domination de Niort au début, puis ensuite on a repris un peu la main. On a eu des belles occasions. Je revois par exemple le centre de Thierry et Taboutaïb et Bonnet qui sont trop courts. Le carton rouge, alors j'ai plus l'action en tête, mais s'il le touche vraiment, bah oui, logique. En plus, c'est extérieur surface. C'est une action qui annule un but, donc forcément le rouge doit être légitime. Je pense que s'il y a faute dans la surface, il y a péno, mais pas rouge. Donc oui, on finit à la 35e à 10. On se dit que ça va être très dur de prendre au moins un point. Ils ont montré, nos vrais surtout en deuxième mi-temps, qu'ils étaient solides, qu'ils avaient du mental, qu'ils auraient même pu prendre les 3 points sur certaines occasions, par exemple avec Basque dans la surface. Plutôt content de la mentalité donnée. Fofana était assez solide, même s'il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire. La défense était bonne. L'entrée d'Abdelli était intéressante. Il a montré un peu de vista, de jus. Il a éliminé ses adversaires. Non, c'était bénéfique. Maintenant, moi, je reste à voir si Bonnet et Abdelli pourront à l'avenir être titulaires ensemble. Mais non, c'était plutôt pas mal. J'étais assez satisfait de la seconde mi-temps. Romain, pour toi, le match était sympathique. Est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire à 11 sur le terrain? Oui, clairement, au coup d'envoi, je pense qu'il y avait un coup à jouer par rapport aux dernières prestations qu'on a pu donner. On a plus l'impression de voir évoluer cet animal blessé, presque mort là sur le terrain. On a l'impression quand même que l'équipe a changé de visage, même si pour l'instant on n'a pas les résultats escomptés. Mais c'est vrai que ça n'a plus le même rendu. Je suis assez confiant. Sur les prochaines prestations. Enfin, en tout cas, j'espère ne pas me tromper. C'est la 6e fois de la saison qu'on termine à 10, donc ça faut le préciser quand même, 6 fois sur une saison de 38 matchs on termine à 10, c'est énorme. Les premiers cartons rouges on s'en rappelle, hein, c'est vraiment... il n'y a pas que des erreurs d'arbitrage sur les premiers, on se rappelle de Ersoy et Mbemba notamment, mais là il y a débat, c'est sûr que quand un gardien sort comme ça de sa surface, je crois que il est considéré comme le dernier défenseur, je pense, il y a débat en tout cas. Non, c'est surtout qu'il sort, tu sors jambes écartées là comme ça sur un terrain. On n'en a pas trop parlé, mais oui, il y avait des trompes d'eau, donc ça peut vite partir comme une tondeuse à gazon, que si tu es emporté dans ton élan, c'est plus ça. La règle, on la connaît. Il y a rarement des jaunes dans ces conditions-là. C'est soit il n'y a pas faute, soit il y a carton rouge. Et là c'était rouge. Et tant pis. Ça se discute. C'est pas le plus flagrant de la saison. J'ai eu des arbitres qui m'ont dit oui. Il y a des sons de cloche qui disent non. Bon. On peut comprendre qu'une fois de plus, comme il dit, comme a dit Paul Le Guen à la fin, quand il y a débat, c'est pas pour nous. Oui, c'est le principe de la saison où ça va pas, quoi. C'est ces moments où ce qui tombe normalement du bon côté tombe du mauvais. Bon, voilà. C'est dommage d'avoir un stop là-dessus, alors que pour le coup là on sentait vraiment une équipe en plein renouveau et pour lequel moi il n'y a pas eu de flop, il n'y avait pas eu de flop où les gars ont vraiment joué leur partition sympathique. C'est vrai que c'est dommage que ça se termine comme ça. Puis petit clin d'œil à Fofana pour sa première en ciel et marine, sa première
contraint et forcé, mais sa première quand même. Donc c'est bien, il a fait le taf aussi. Hein. C'est jamais évident de rentrer dans un match comme ça et surtout à ce poste-là. Donc moi je suis content pour lui, il a fait le boulot. Et puis bon, c'est bien, il a eu l'occasion de jouer contre le Paris FC en Coupe de France une semaine avant, donc c'était dans la continuité. Après non, faut retenir la mentalité qui a été montrée, tous ensemble, ils sont solidaires. Ça fait du bien et encore une fois, je trouve qu'on voit un autre visage. Il nous montre tout autre chose qui promet quelque chose qu'on n'a toujours pas. C'est cette victoire qu'on veut chercher là. Mais vraiment, enfin, je suis optimiste. J'ai l'impression qu'on va y arriver là. Florian, est-ce que mardi pour les pronostics, on met 1 sur les feuilles de pronos? Est-ce qu'on va enfin la décrocher mardi face à Nancy? Alors, j'ai regardé la forme du Havre et de Nancy. Sur les 3 derniers matchs des 2 équipes, c'est match nul à chaque fois. Donc c'est pas super emballant. Après, pour revenir sur les matchs, les 5 prochains matchs, ils vont être, pour ceux qui ont peur du maintien, ils vont être ultra décisifs. Parce qu'on affronte Nancy 18e, ils sont à 5 points de nous. Déjà, le prochain match, il doit être vital, il faut le gagner. C'est mettre 8 points d'avance sur le 18e, c'est pas mal. Ensuite, c'est le Paris FC aussi à la maison, qui sont 6e. Ensuite, Châteauroux qui sont derniers. Le Dunkerque qui est 14e et Pau qui est 19e. Donc sur les 5 prochains matchs, on affronte les 3 derniers et on a 3 matchs à la maison. Donc là, on va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Moi, je suis serein sur le côté du maintien. Mais sur les 15 points qu'on peut prendre, il faut au moins, et je dis au moins, en prendre 9. Parce que là, c'est si le A fait sa spéciale, c'est-à-dire contre les derniers, fait 2 nuls et prend une défaite. Alors moi, je vais être binaire fin février. Les gars, on saura si tout va bien ou tout va mal. Je pense. Ouais, après cette série de matchs que tu viens de donner, fin février, on saura où en est le navire Hack. Parce que c'est ça qui me fait peur, parce que par le passé, on se souvient de ces fameux matchs de novembre, et à chaque fois qu'on voit le calendrier, on se le dit à chaque fois, on dit oula, regardez, là, il y a Châteauroux, il y a machin, il y a un promu. On se dit, celui-là, faudra les gagner, et puis là, cette saison, c'est quoi? C'est défaite contre Châteauroux. Il y avait un nul et je sais plus quel autre match, je crois que c'était aussi un match nul. Donc là, déjà, Nancy, il faut le gagner. C'est à la maison contre 18e, celui-là, il faut le prendre. Le Paris FC, je vais pas non plus être gourmand, je vais pas dire on va faire 15 sur 15, mais là, ouais, il faut au moins prendre 9 points. Et je pense que si on prend les 9 points, après, on faudra regarder ce que font les autres, parce que c'est la Ligue 2. Mais les équipes qui jouent le maintien, si tu as 12-14 points d'avance, les équipes ils vont pas prendre des points aussi facilement derrière, sachant que ça joue le maintien, donc je serais plutôt rassuré. Moi, ce qui est dommage, c'est que là, on regrette d'autant plus la non-victoire face à Guingamp, parce que on sent bien que Guingamp et Nancy, c'est très compliqué pour eux, alors qu'on sent que les équipes plutôt calibrées pour la descente, c'est-à-dire Rodez, Chambly, voire même Pau à la maison, c'est dur à jouer. Retrouve là quelques couleurs en ce moment, ça prend un peu de points, donc si on pouvait effectivement mettre Nancy définitivement hors jeu dès demain soir, ce serait une très bonne chose. Et un peu comme les filles, c'est un peu comme les filles, le maintien va se décider d'ici à la fin février. On l'avait pas vu sous cet angle jusque-là, mais effectivement, si tu n'es pas capable de prendre tes points jusqu'au match contre Pau, ensuite derrière ça va être difficile d'envisager de prendre plus de points face à des équipes qui jouent la première partie de tableau plutôt que de jouer face à des équipes qui sont dans ton championnat. Donc messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne chance pour demain soir. Nous en avons fini avec notre analyse. Maintenant c'est à vous. Activez-vous, c'est parti. Quelques réactions sur le match de samedi soir, Romain. Qu'est-ce que tu as retenu de ton tour d'Internet? Alors, je vais vous partager en premier la réaction de Fnatic. Bravo à l'équipe, car après le rouge de Gorgelin, on se voyait couler. Eh bien non, nos joueurs ont fait preuve de courage et de solidarité. Mention spéciale à notre Romain Basque qui était partout. Et aussi première titu réussie pour Fofana. Alors oui, 1 point, mais celui-là, il est au forceps. Ouais, c'est ça. Hein. On avait dit quand à 10 contre 11, on s'est dit d'habitude, on va se prendre un but à la 85e après avoir tenu tout le match et on aura que nos yeux pour pleurer. Et là, ils ont été solides, donc c'est plutôt positif à regarder cette mentalité.
On a Ackman qui trouve que ça joue mieux, mais que devant c'est encore trop poussif et qui nous rappelle que la victoire mardi contre Nancy est capitale. Roméo Clos qui trouve qu'on a joué à 10 contre 12, il intègre l'arbitre dans le 11 de Niort et on n'a pas vu la différence. Ils ont mis les ingrédients en termes d'envie et de jeu, même si on stagne, il y a enfin du positif. Et Roméo Clos qui avait d'ailleurs réagi sur le fait que justement, et on pourra remettre en perspective ce qu'il dit, c'est que au final, les gars qu'on avait là, ça a été à peu près la même chose que ce qu'on a eu, et que pendant 1 heure, on a joué avec un seul attaquant, et ça s'est pas tellement vu que ça. Donc, est-ce qu'il y avait justement, il mettait en perspective le fait, est-ce qu'il y avait vraiment un souci au niveau de l'organisation, ou est-ce que c'était plus au niveau de l'envie? Ça, c'est à gratter. En tout cas, l'esprit est de retour, et c'est une bonne chose. LGS Hack qui trouve qu'à 10 contre 11, lui, on ne peut pas espérer mieux. Solidarité, solidité du bloc. Polo LH, match plutôt encourageant. Il est dommage d'avoir été réduit à 10, mais à 10 contre 11, on a fait jeu égal. Là, c'est plutôt des réactions qui se ressemblent. Plutôt, bien sûr, ça revient bien sûr sur l'expulsion, c'est normal. Et c'est normal aussi de trouver qu'à 10 contre 11, on a fait le taf. Et je vais terminer par Julien Le Cacheur qui trouve que c'est un bon point, surtout encore une fois en jouant à 10 si longtemps. Tout n'est pas à jeter, les conditions climatiques étaient en plus vraiment délicates. Content pour Fofana qui va pouvoir accumuler les minutes. Dommage car le début de match était vraiment très encourageant. Oui, on est tous à peu près d'accord, en tout cas, pour dire que samedi soir, c'était une semi-réussite qui aurait presque pu finir en réussite. Donc c'est de bon augure pour la suite. Merci Romain pour les réactions. On passe maintenant à notre invité interview de Bertrand Queneut. Ouais, Zinou c'est bien fait avec Fontaine. Goury a mis à Fontaine dans la surface de réparation. Cadeway, incroyable le geste monstrueux, le geste magnifique, le geste merveilleux dans cette surface de réparation. De 1-0, il a fusillé, laissé aucune chance à Benjamin Leroy. Elle est magnifique celle-là, avec le contrôle pivot et la frappe enchaînée pied droit. Zinou c'est parti, pas trop mal tiré. Le but Amos Yuga dans la surface de réparation. Les doigts dans les oreilles, Amos Yuga. 3-1 face au Copa Bre. Il a été la voix du Hack pendant plusieurs saisons, et si Esteban Pinel et François Manoury lui ont succédé depuis, il n'est pas un auditeur de France Bleu, supporter du Hack qui ne l'a oublié. Initiateur de plusieurs nouveautés dans la relation journaliste-auditeur, ses envolées pendant les buts du Hack et ses avis tranchés nous ont donné envie d'inverser les rôles. Bertrand Queneut répond aux questions de Romain, qui a interrogé The Voice la semaine dernière dans un entretien vérité. Salut Bertrand, comme on a le droit de le dire jusqu'à fin janvier, pour commencer, déjà, je te souhaite au nom de l'équipe des activistes et des supporters du Hack une très bonne année 2021. Et puis surtout, en ce moment, je pense qu'on peut te souhaiter une très bonne santé. Ouais, bonne année à tous aussi. Bonne année à vous, à l'équipe des activistes et puis à tous les supporters du Havre. Je suis très content de te recevoir dans les activistes et puis pour une fois c'est toi qui vas répondre à quelques questions pour cette petite interview. On va inverser les rôles. On sait que tu suis toujours le Hack, tu es bien au courant de ce qu'on vit cette saison malheureusement. Ouais. Et on voulait avec ton expert avoir un peu ton analyse de la situation du Hack qui se retrouve actuellement là à devoir jouer le maintien. En tout cas pour le moment, et on espère de s'en sortir le plus rapidement possible. Mais voilà, la situation, c'est le constat. Le Hack joue le maintien aujourd'hui et on voulait avoir un peu ton retour par rapport à ça. C'est vrai que je suis le Hack avec beaucoup d'attention. Je sais, on va dire qu'après Montpellier, c'est peut-être le premier club dont je regarde les résultats. Et puis évidemment, la situation m'attriste aujourd'hui, mais est-ce que je suis surpris ? Oui et non, en fait. Oui, parce que je pensais pas quand même que c'était une équipe qui allait finir par jouer le maintien. En tout cas, je l'imaginais pas évidemment au moment de quitter le club, en tout cas la région. Et non parce que je trouve moi que comment le dire de façon la plus claire et la moins blessante possible. Je trouve que c'est un club qui finalement vit un gros gâchis par rapport à tout l'espoir et les attentes qu'a suscité l'arrivée de Vincent Volpe. Je pense que c'est pas un club qui est géré comme il devrait ou pourrait l'être et qui n'est pas géré au mieux. Et voilà, après c'est toujours facile de l'extérieur et encore plus de l'extérieur parce que j'y travaille plus au quotidien. Mais je trouve que l'évolution
est pas génial. Je vois moi pas trop, à part de dire cette même rengaine chez certains que le club, contrairement à l'ère Louvel, passe la DNCG sans problème. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais est-ce que c'était l'unique promesse de Vincent Volpe? Je crois pas. Moi, j'ai souvenir d'un président qui, alors il aurait peut-être pas dû, hein, c'est peut-être l'erreur, elle est peut-être juste dans la communication. Il aurait peut-être pas dû dire que tous les ans il visait la montée, et encore moins, je trouve, cette année avec un effectif qui s'est totalement affaibli. Ouais. Alors oui, la crise, oui, tout ça, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de promesses qui sont pas du tout à la hauteur des moyens qui sont donnés au club, aux entraîneurs et notamment au staff professionnel. À la limite, je reproche même pas j'ai même pas à reprocher la gestion. Il gère le club comme il veut. Mais c'est le décalage entre la gestion et les promesses que je trouve pas insultant, mais pas normal. Et après, évidemment, on tape sur, je vois, hein, on tape sur Paul Le Guen, sur le staff, sur les joueurs, etc. Oui, on peut, bien sûr, chacun a ses défauts et tout le monde a sans doute sa part de responsabilité, mais moi, ce que je constate quand même, c'est que les entraîneurs passent, les joueurs passent, la direction reste et que les problèmes s'aggravent. Alors, est-ce que c'est la faute des entraîneurs qui se sont tous succédés? J'ai été le premier, moi, à critiquer par moment Oswald Tanchot, qui a par ailleurs fait des choses très intéressantes. J'ai été le premier à critiquer Bob Bradley, qui a fait des choses très intéressantes sur le peu de temps où il a été au club. Je peux être le premier éventuellement à critiquer les compos, les mises en place de Paul Le Guen, oui, d'accord. Mais en attendant, eux, ils font avec les moyens qu'on leur donne. Et aujourd'hui, Paul Le Guen le dira peut-être pas, mais d'autres entraîneurs passés avant l'ont dit, en tout cas en off, il y avait un décalage entre ce qu'on leur promettait et ce qu'ils avaient en définitive comme joueurs, notamment dans les recrues. Et aujourd'hui, quand Vincent Volpe dit c'est pas un problème d'argent et le staff a tout ce qu'il veut, moi je peux vous dire que c'est faux. En termes de joueurs et de moyens, je peux vous dire que c'est faux. C'est vrai que nous, on le ressent de plus en plus, ce décalage, hein, ça se creuse complètement. Et c'est vrai que cette phrase, c'est pas un problème d'argent, il est revenu après sur ses déclarations. Il a changé un tout petit peu le sens de la phrase et du coup, ça voulait plus dire la même chose. Mais il a bien dit, c'est pas un problème d'argent au départ, quoi. C'est vrai que dans sa communication, de temps en temps, il est quand même assez maladroit. Et puis, ce qui nous a un peu fait tiquer aussi, c'est au mois de décembre, quand Pierre Ventier a fait son bilan après 2 ans après son arrivée. Il a dit mot pour mot ce qu'il avait dit 3 mois après son arrivée. Le Havre est un club trop tranquille, il se passe rien, c'est tranquille à tous les étages du club, les gens ont l'impression que c'est le Club Med, etc. Sauf que nous, on l'a mal pris parce que c'est quand même son rôle à lui, depuis 2 ans normalement, de mettre un coup de pied, j'ai envie de dire là-dedans, de faire bouger les choses. Et vraiment, c'était dur de lire 2 ans après, pile 2 ans après, quasiment jour pour jour, les mêmes mots de constat. Le Havre est un club trop tranquille. Moi, j'avais envie de demander à M. Ventier ce qu'il a fait, quoi. On est d'accord. Voilà. On peut s'interroger sur les bilans, on peut s'interroger sur les PowerPoint du président qui se succèdent et sont les mêmes tous les ans. Mais encore une fois, moi, je veux bien, en effet, moi, je dis pas que Vincent Volpe c'est le mal absolu et que non, je pense qu'il se trompe. Ça n'engage que moi. Je pense qu'il se trompe. Je pense que d'avoir fait un hôtel et d'avoir fait grandir aussi vite les féminines et d'avoir je pense qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il a pas orienté correctement sa politique. Je pense qu'il ne s'est pas forcément entouré que des bonnes personnes. Et à un moment donné, évidemment qu'on peut critiquer les joueurs. Je suis le premier, par exemple, à critiquer. Je le dis, j'adore ce joueur intrinsèquement, Jean-Pascal Fontaine. Mais je suis le premier à dire. Et j'étais le premier à dire à l'époque qu'il est irrégulier et que est-ce qu'au bout de 15 ans passés au club, sans résultat collectif, est-ce qu'il fallait pas à un moment donné dire stop, par exemple? Bon, est-ce qu'il fallait pas à un moment donné dire stop à d'autres garçons? Bon, ça c'est les joueurs. On peut les critiquer. On peut critiquer encore une fois le staff, mais on l'a changé 3-4 fois. Et en définitive, la direction, elle allait rester et le club, est-ce qu'il a évolué? Moi, je veux bien qu'on accorde plein de choses à Vincent Volpe. Il a sans doute plein de qualités et de management, etc. Peut-être, très bien. C'est un chef d'entreprise qui a réussi. Mais le football, c'est autre chose. Et aujourd'hui, quel est son bilan? Moi, je dis simplement ça. Quel est son bilan? Moi, j'ai pas vu le club évoluer positivement depuis qu'il est arrivé. Et encore une fois, c'est un problème de communication. Si Vincent Volpe était arrivé au club en disant
je vais voir. On fera ce qu'on tranquille. Ok. Sauf que ça fait 4-5 ans aujourd'hui qu'il promet la Ligue 1. Oui, et puis maintenant, difficile retour en arrière. Hein. Il peut pas dire ah bah non, finalement, je promets plus ça, on va y aller tranquille. Enfin, et pourtant, l'équipe s'affaiblit. Mais justement, donc si on revient sur le plan sportif, donc on l'a dit, le HAC est dans une situation délicate, on est à 6 points du premier barragiste. D'après toi, quel est l'objectif de Paul Le Guen? Donc c'est sauver le club de la Ligue 2 le plus rapidement possible, enfin oui, rester en Ligue 2. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la saison prochaine, on tire un trait, on fait jouer les jeunes. Et est-ce que cet été, il faut qu'on réalise un gros turnover? On est dans tout ça, c'est suspendu à la. Moi, d'accord, Paul Le Guen est manager général, mais tout ça, c'est suspendu aux moyens qu'on va lui donner. Qu'est-ce qu'on va lui donner en fin de saison? Quelle orientation Pierre Ventier et Vincent Volpe vont lui donner? Quels moyens financiers ils vont lui donner? Quels joueurs ils vont lui permettre d'obtenir? Moi, Paul Le Guen, il fera avec ce qu'il a. Alors après, il fera ses choix, ils seront bons ou mauvais, mais il fera avec ce qu'il a. Aujourd'hui, ce qu'il doit, c'est sauver le club. Évidemment, ça, c'est une certitude. Je pense que très franchement, le Havre va se maintenir. Je vais vous dire un truc. J'en aurais douté. Je dis pas que c'est le Messi, hein, mais j'en aurais douté si un attaquant n'était pas arrivé. Heureusement, Boutaïb a fini par pouvoir être homologué. J'en aurais douté, hein, parce que Thiaré, c'est une vraie débauche d'énergie, mais c'est pas un finisseur. Et malheureusement, c'est pareil. Hein, si on fait le constat depuis 3-4 ans, le Havre a la chance d'avoir joué les barrages ou de pas être monté de peu, etc. Grâce à chaque fois à un très grand attaquant. Ils ont eu du cul tout du nez. Du cul, c'est que la formation ait bien marché avec les Moussé, et puis du nez, c'est Kadewere. Mais là, cette saison, avec un effectif qui était affaibli, voire très affaibli pour certains postes, et sans attaquant, très franchement, je craignais le pire. Là, je me dis, bon, voilà, ils ont un attaquant qui s'appelle Boutaïb, il mettra le nombre de buts qu'il mettra, mais en tout cas, cette équipe-là se maintiendra. Je pense qu'il y a plus faible en Ligue 2 aujourd'hui. Mais pour les années à venir et la saison prochaine, très gros point d'interrogation. Ouais, comme on dit, l'arbre qui cachait la forêt, hein, Kadewere était un beau gros arbre. Qui cachait comme Moussé porté, pas à lui tout seul, mais quand même. À son âge. Pour la hisser à son âge, c'est quand même un gamin de 19-20 ans qu'on s'en est remis pour marquer des buts et pour essayer de monter en Ligue 1. Ensuite, c'est à Kadewere qu'on s'en est remis pour à la fois tenter de monter et à la fois masquer le reste. Et aujourd'hui, il y avait plus cet attaquant qui marque les buts, qui fait que, comme tu dis, ça cache un peu la forêt. Mais aujourd'hui, l'équipe, elle a beaucoup plus de. C'est pareil, ça, sur le bilan, quoi. Aujourd'hui, on a une équipe qui a beaucoup plus de lacunes que moi quand je suis arrivé au Havre. Enfin, moi, j'ai quand même souvenir que quand j'arrive au Havre, alors certes, hein, on pourra dire ils nous ont pas fait monter en Ligue 1, mais c'est une équipe qui avait de la gueule. Il y avait Cédric Cambon en défense. Il y avait Denis Bain. Il y avait devant Mathieu Duhamel, Ghislain Gimbert. Il y avait quelques jeunes comme ça qui pointent. Aujourd'hui, je trouve que l'équipe elle s'est affaiblie. Et je trouve que c'est trop facile de taper sur Paul Le Guen. Ils font avec les moyens qu'on leur donne. Ils ont sans doute des torts, je dis pas, hein. Bien sûr, peut-être. On peut critiquer les compos, on peut critiquer les choix, on peut critiquer les changements. Je le fais ici avec Michel Derzakarian. Mais ils font aussi avec les moyens qu'on leur donne. Michel Derzakarian, par exemple, pour le défendre en ce moment, on dit souvent, oui d'accord, aujourd'hui il n'a pas une place européenne, mais il a un effectif, c'est le 12e budget. D'accord. Alors il a un club, c'est le 12e budget, et puis il a un effectif, il est ce qu'il est, il est moins étoffé que chez le voisin. Mais au Havre, force est de constater qu'aujourd'hui il a un effectif qui est moins étoffé que les j'en sais rien, que les 7-8 premiers de Ligue 2 à mon avis, Paul Le Guen. Oui, c'est clair. Quel club qui vise la montée aujourd'hui, qui est dans les 5 premiers, n'avait pas d'attaquant jusqu'en décembre? Il aurait fallu qu'il soit dans les 5 premiers sans attaquant. Mais on marche sur la tête. C'est impossible. Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté de répondre déjà à nos questions. Avec plaisir. Et puis bon, faut le dire à ceux qui nous écoutent, hein, quand je t'ai contacté, t'as pas hésité une seconde, donc c'est super sympa, on est super content de t'avoir eu. Et puis d'avoir de tes nouvelles, et puis de toute façon on en prend régulièrement sur les réseaux. Ouais, et même si je suis, encore une fois, hein, je l'ai dit, très heureux ici à Montpellier avec le club de Montpellier et les supporters de Montpellier, mais les sollicitations qui viennent du Havre, elles sont au-dessus de la pile. Donc c'est avec plaisir que j'échange avec vous. C'est super gentil, merci beaucoup. Et à bientôt alors. À bientôt. Eh bien messieurs, Romain, on peut dire que tu as décroché quelque chose d'intéressant parce que
Bertrand comme à son habitude, on le remercie, mais il a envoyé certaines informations qui auraient pu nous étonner. Je voudrais avoir ton ressenti, Romain, vu que c'est toi qui l'as interviewé. Qu'est-ce que tu ressens? On sent déjà qu'il est encore très impliqué émotionnellement dans le hack et que ça lui fait mal de nous voir dans la situation dans laquelle nous sommes. Ouais, mais Bertrand, on se sent proche de Bertrand et il se sent proche de nous parce que quand il commande ses matchs, on a l'impression que c'est un supporter qui est derrière le micro et c'est vrai que ça fait du bien. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter sur les matchs de Montpellier maintenant et il est égal à lui-même. C'est la même chose. Vraiment, il prend possession du club dans lequel il travaille et il le rend aux supporters. Il nous fait vivre sa passion à fond. Et là, il était tellement aussi attaché à la Normandie, au Havre et à la ville du Havre et au club qu'il est encore. Voilà, il est encore à fond sur le club et effectivement, on ressent que la situation du hack cette année l'attriste et il est tout plein de clairvoyance et franc et honnête. Je voudrais qu'on revienne avec vous, messieurs, sur les 4 points qu'il a identifiés. Le premier, est-ce qu'il y a une erreur de communication vis-à-vis des ambitions de montée en Ligue 1 dès la prise de fonction de Vincent Volpe et c'est répété tous les ans? Deuxième chose, et ça par contre, c'est très important de le mettre en perspective, il déclare qu'il y a un décalage entre les promesses que les entraîneurs reçoivent quand ils prennent en charge l'équipe première et les moyens effectivement mis à disposition. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on débraye un peu. On a eu ensuite, donc, pour lui, le hack met la charrue avant les bœufs. On a parlé de l'hôtel, du paquet qui a été mis sur les féminines et du fait que peut-être, sous-entendu, il faudrait peut-être fallu que l'équipe monte en Ligue 1 pour pouvoir déclencher tout ça. Et enfin, le point que toi, tu avais soulevé, Romain, dans l'interview, c'est qu'il n'y a pas assez de renouvellement, qu'on est dans le confort et que Pierre Ventier fait le même bilan qu'il a fait à son arrivée, mais avec 2 ans d'écart. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas perdu 2 ans entre là? Rapidement, Romain, on revient sur ces 4 points-là et ensuite, Florian, tu pourras rebondir là-dessus. Erreur de com, c'est clair. Il ne fait que promettre la Ligue 1. Il a rarement mis de temps par rapport à son objectif. Tous les ans, il dit que l'objectif, c'est de monter en Ligue 1. Je dirais qu'avant, c'est vrai qu'on en rigolait aussi, mais on nous promettait des cycles de montée en Ligue 1. Dans 2 ans, dans 3 ans. C'est vrai que Louvel a souvent répété la Ligue 1, on va se la construire sur 2 ans, 3 ans, etc. Avec le recul, on peut en rigoler parce qu'on n'y a pas été, mais là où fait l'erreur, là où Volpe fait l'erreur, c'est que tous les ans, il dit qu'on va monter en Ligue 1 avec l'objectif, c'est de monter en Ligue 1. On voit bien quand même, et comme Bertrand l'a souligné, qu'avec la qualité de l'effectif qu'on avait au mois d'août, qu'on a recruté, on avait quand même le droit de douter que cette année, ça ne le ferait pas. Enfin, si on réécoute les débats qu'on a eus suite au mercato, c'est facile de le dire maintenant, parce qu'il y a le recul et il y a la position dans laquelle on est aujourd'hui, mais quand même, on pouvait quand même le pressentir, on pouvait quand même un petit peu le sentir que ça ne le ferait pas cette année. Ensuite, par rapport au décalage entre les promesses et les moyens mis à disposition, effectivement, on apprend que Tanchot lui l'aurait dit plusieurs fois en off que Volpe fait des grandes promesses aussi en interne. Donc, il fait des grandes promesses aux supporters dans sa com officielle. Et là où il y a peut-être encore plus d'erreurs, c'est qu'il ferait les mêmes promesses en interne à son staff et à ses entraîneurs. Là, c'est une grosse erreur. Je veux dire, qui vendent du rêve aux supporters, pourquoi pas, mais qui vendent du rêve à des entraîneurs et qu'ensuite ils donnent pas le carnet de chèques, là j'ai du mal à comprendre. La charrue avant les bœufs, hôtel, le paquet mis sur les féminines, oui, je pense que oui, en termes de promo, oui, il aurait fallu monter le club en Ligue 1 avant et réinvestir tout ça après. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'hôtel ou la pseudo-piste de karting qu'on a entendu parler un jour, c'était pas la priorité du tout du hack. Maintenant, je sais que c'est très partagé aussi sur les réseaux par rapport à ces sujets-là, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que c'était pas la priorité. Et puis Ventier, moi j'en avais déjà parlé, mais faire le même constat 2 ans après, pour moi c'est une faute professionnelle. Pour moi aujourd'hui, je le dis comme je pense. Je pense que après cette déclaration qui est finalement passée un peu comme ça, mais moi je trouve que c'est une erreur professionnelle. Je trouve qu'on devrait se séparer de Pierre Ventier aujourd'hui. On devrait trouver une autre personne qui prend les rênes du club quand Volpe n'est pas là, parce que c'est tout simplement pas normal de faire exactement le même bilan 2 ans après, quand son poste justement c'est de changer ce bilan. Bon, et bien voilà un avis tranché fin. Florian, pour toi, sur le retour que vient de nous avoir Romain, est-ce que tu as des approfondissements à apporter?
Non, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'a dit Romain. Pour ma part, les promesses, bah évidemment, quand tu as un nouvel investisseur qui arrive et qui te dit j'apporte du capital et je veux la Ligue 1, s'il y a une personne... Après, il y a les éternels qui ont toujours été déçus, qui pourront vous dire ouais, moi j'y ai pas cru, ce que je peux comprendre. Mais quand on est supporter, on a forcément une part de nous qui y croit. Après, oui, il y a une année sous Tanchot où on avait quand même l'effectif pour monter, c'est cette fameuse année où on fait le barrage contre Ajaccio. On n'aurait même pas dû faire le barrage, je pense qu'on aurait dû être dans le top 2 avec l'effectif qu'on avait. Ensuite, on a bien vu que petit à petit, l'effectif se dégradait. Et cette année, en début de saison, alors on avait envie d'y croire, mais quand on fait un recrutement à 0 € avec des joueurs libres, après il y a des joueurs libres qui sont très bons, hein, je dis pas le contraire, mais un attaquant qui arrive je sais pas combien de mois après, ah ouais, et si tu nous dis ouais on vise la Ligue 1 avec ça, là évidemment que ça commence à se poser des questions et on commence à se dire est-ce que c'est pas une arnaque. Après pour ajouter à ça les fameux PowerPoint sur la gestion du club où on a plein de petits boutons verts. Je me souviens pour l'instant il y en a eu 2 je crois. Je me souviens du dernier où plein de petits boutons verts, tout se passe bien, la gestion du club est bien, l'hôtel, tout ça. Les féminines, ouais, mais j'adore les féminines. Hein. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai envie que le Havre, la marque du Havre se développe. Mais ça passe en second, voire en dernier plan par rapport aux sportifs. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la Ligue 1. Savoir que le Havre a un hôtel, savoir que le Havre aux États-Unis est une marque qui a un magasin sur Times Square, je m'en fiche. Alors je sais pas s'il y a un magasin sur Times Square, hein. C'est juste pour non, dire ça. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Mais ça, on s'en. Enfin, il y a peut-être des gens qui s'intéressent. Moi perso, je m'en fiche. Et on voit que l'effectif, oui, en effet, il est de plus en plus faible. Après, je fais confiance à Bertrand. Il était en interne. Si des entraîneurs, des gens du staff lui ont dit, bah, on fait des promesses, mais ça tient pas. Moi, n'étant pas dans le club, je fais totalement confiance à ce sujet. Après, ouais, là, par rapport aux recrues, bah, Volpe nous avait fait un petit diapo par laquelle les recrues au Havre, la plupart du temps, ne jouaient pas ou étaient des échecs. Bah là, force est de constater que sur ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Et pour enfin sur le point du directeur général, oui, bah faute professionnelle, mais là, on va revenir par elle. Ça fait depuis, je vais pas dire depuis le début de saison, que je le dis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que presque à tous les niveaux du club, il y a des fautes professionnelles. T'as un attaquant qui part en mois de janvier, un an après, on n'avait toujours pas de remplacement. Le recrutement, il a été fait, je vais pas dire à la hâte, mais vraiment sur la fin du mercato. Alors qu'on nous dit non, on va construire l'équipe au plus haut. On fait des promesses par lesquelles on tient pas derrière. En fait, c'est cette sensation. Alors c'est très personnel que il est mal géré ce club. Enfin, il y a quelque chose qui n'est. Tous les maillons de l'échelle ne sont pas optimum, c'est-à-dire optimal, c'est-à-dire que les gens travaillent efficacement. Il y a toujours soit du retard, le cas Boutaïb, l'administration. Alors c'est pas totalement la faute du Havre, mais il fallait quand même se renseigner. Ça dure je sais pas combien de mois. Comme j'ai dit, l'attaquant qui est pas recruté à temps. Enfin j'ai l'impression que cette saison, c'est la mise en place et on le voit de nos yeux que ça manque de professionnalisme. Et là, je parle même pas de joueurs ni de coach. Je parle juste tout l'échelon que nous, supporters, normalement, on doit pas énormément voir. C'est-à-dire gestion des recrutements, gestion du club et tout ce qui entoure le sportif. De toute façon, tous ces éléments dont tu parles, c'est justement, tu sais, c'est le principe, c'est tu les vois que quand il y a un problème. Quand ça va bien, c'est des choses que tu vois pas parce que normalement, il y a que la vitrine de l'équipe première que tu vois et c'est ça qu'il doit voir. Et quand au final, ça a été ce qui a été d'autant plus dur sur la première partie de saison où on n'a rien vu. On voyait rien dans la vitrine. On a regardé un petit peu derrière l'arrière-boutique, on a vu, et puis on a peut-être vu des choses qui étaient un peu étonnantes. J'espère juste que pour en rester sur Ventier, parce que je vais pas rebondir sur les autres choses, je suis d'accord avec vous sur les autres parties qui ont été faites. Pour en venir à Pierre Ventier, si effectivement quelqu'un comme lui fait le bilan publiquement, en plus que 2 ans après, on est au même stade,
Bon, bah ça ensuite, il y a une personne au-dessus de lui qui doit prendre certaines décisions. Et j'espère surtout que rapport au fonctionnement du hack, on n'est pas dans ce qui peut des fois tuer les entreprises. C'est le fameux, vous savez, quand vous débarquez dans une entreprise, vous voyez des choses qui sont totalement incohérentes ou idiotes. Et le mec à qui vous posez la question, mais comment vous faites ça? Et on vous répond, on a toujours fait comme ça. J'espère que le hack est pas dans certains domaines dans le fameux on a toujours fait comme ça et ça bouge pas parce que l'inertie fait que c'est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on sent bien que tout va pas bien dans le meilleur des mondes autour du stade Océane et du centre de Socance et on espère juste que ça va se soigner, se guérir assez vite pour qu'on puisse juste à un moment rapidement pouvoir retourner au stade, faire la fête et surtout enfin célébrer une montée derrière laquelle on court depuis désormais bien trop longtemps. Merci. Après, juste pour terminer sur ce sujet, je donne un rendez-vous, évidemment que on espère le maintien le plus rapidement possible. Je donne rendez-vous quand même à la prochaine, le prochain PowerPoint, j'appelle ça comme ça, de Volpe. Prochaine séance diapo, c'est ça? Ouais, et la communication. Parce que si je vois, par exemple, un petit point orange sur les recrues, déjà là, moi, ça va me faire tiquer. Si je vois un petit point orange aussi sur l'objectif, ça va encore plus me faire tiquer. Et si nous ressort derrière, on joue la montée et que le recrutement ne suit pas, là, ça va. Je dis pas que ça va commencer à gronder parce que ça gronde déjà, mais là, ça va commencer à être vraiment du foutage de gueule. Et désolé pour le mot, mais c'est vraiment la pensée que j'ai aujourd'hui. C'est pas grave, ça vient du cœur, on peut pas te le reprocher. Merci en tout cas à Bertrand de nous avoir accordé ces quelques instants. Et Romain, tu as une surprise justement dans le cadre de cet entretien. Oui, tout à fait. Donc, on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir Bertrand sur une longue interview. On vous a mis dans ce numéro des activistes que son extrait quand il parle du hack. Mais cette semaine, on sortira l'interview complète dans un à côté. Donc, c'est 25 minutes d'entretien avec Bertrand Quenotte qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Et on vous le sortira en parallèle de notre émission des activistes avec quelques jours de décalage, mais vous l'aurez cette semaine. N'oubliez pas, vous abonnez, vous mettez la cloche, comme ça vous ne manquerez pas l'interview intégrale de Bertrand. Dernier sujet, messieurs, nous allons aborder maintenant le hack féminine qui était en Coupe de France dimanche. La coupe a été pleine pour les filles, défaite 5-0 à Bordeaux. On peut malheureusement pas dire qu'on était surpris du résultat, peut-être de l'ampleur, et c'est jamais très agréable de prendre une telle gifle, même s'il y a un écart de niveau. 5-0, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur au moins l'élimination. Les filles vont se concentrer désormais sur le championnat. On espère que Michael Bunel et ses troupes ont pu récupérer quelques éléments à ce niveau pour pouvoir se placer, même si forcément c'est compliqué dans des conditions comme ça. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.